APAN M360. Je suis avec la violoniste et maestra Leila Chayer qui dirige Arion Orchestre Baroque ce samedi et ce dimanche 9 et 10 novembre dans le contexte d'une direction d'orchestre et aussi d'une interprétation en tant que soliste, n'est-ce pas, Leila? Oui, tout à fait. Alors donc, vous venez à Montréal pour travailler avec Arion Orchestre Baroque. Votre concert s'intitule Le Grand Tour, qui exprime une tournée européenne de la musique baroque, puisqu'il y a plusieurs compositeurs qui sont issus de la période 1650-1750 qui font partie de votre programme. Alors, pourriez-vous nous expliquer le choix des pièces et après ça, on va attaquer votre direction qui est simultané à votre jeu. Oui, alors j'avais envie déjà de connaître l'ensemble, évidemment, et j'avais envie de jouer plusieurs choses ou qui mettent aussi un peu en faveur l'orchestre lui-même. Et c'est parti au fond de là, de faire plutôt des œuvres qui ont aussi des différents solos là-dedans. Donc, pour donner la possibilité à plusieurs personnes de se montrer un peu. Et puis finalement, il faut toujours trouver un peu un thème. Donc, vu que j'adore Corelli et j'adore Moufat, c'était déjà un bon début parce que Moufat, au fond, s'est inspiré par Corelli en écrivant ses concerti grossi. Donc là, il y a vraiment une liaison très, très forte, même si le style est complètement différent. On entend bien que Moufat était aussi accro et fan des Français et du style français, pendant que Corelli, c'est vraiment les couleurs italiennes, sans filtre et plein de joie de vie et de vent et de chaleur quoi. Je trouve que c'est toujours super beau. Et puis voilà, on avait déjà une belle première partie. Et puis pour la deuxième partie, je voulais avoir encore quelques solos en plus. Donc on a trouvé comme très souvent, on trouve des belles choses chez Vivaldi parce que aussi Vivaldi, il a écrit plein de concertos aussi pour des multiples orchestres. Pas pour multiples orchestres, mais pour multiples solistes. Et il y avait un qui était un peu évident, celui pour deux violons et violoncelle. Et puis, il y a un que j'ai jamais joué et je voulais toujours jouer une fois dans ma vie. Et au fond, c'est un peu un spoiler ici, mais c'est un avec un violon en écho. Donc, ça commence un peu comme un concerto pour violon, tout normal. Et puis, du coup, le soliste, il s'arrête, il y a quelqu'un d'autre qui continue et on ne la voit pas, la personne. Donc, du coup, il y a un dialogue comme ça entre le violoniste ou la violoniste visible et celle invisible. Et je trouve que c'est vraiment un moment un peu magique, quoi, à chaque fois. Et puis, pour compléter ça, vu qu'on avait Corelli et Moufat influencé par Corelli dans la première partie, il fallait trouver un peu un pendant dans la deuxième partie. Le choix évident, c'est un peu Pisendel, qui était aussi avec le prince pour qui il a travaillé de Dresde. Il était en Italie, il a voyagé là, il était en contact avec Vivaldi, il est devenu ami avec lui. Donc Vivaldi a écrit pas mal de concertos aussi pour Pisendel lui-même. Et mais de faire encore un concerto de Vivaldi en plus, et celui qui était écrit pour Pisendel, ça n'aurait pas été un bon choix parce que ça serait quand même un moment, même moi je trouve c'est trop de Vivaldi. Donc au fond, je voulais faire une symphonie de Pisendel, mais il n'y en a pas que pour des cordes. Et à la fin, on a dit, bon, alors dans ce cas, on fait un concerto de Pisendel. Et il en a écrit pas mal et ils sont tous dans un style très particulier. Je trouve vraiment ils sont super, ils sont très très violonistiques parce qu'il était vraiment un virtuose. Pisendel, il était considéré comme le plus grand violoniste de son temps. Et probablement aussi, par exemple, Bach s'est fait inspirer par Pisendel en écrivant ses sonates et partites en solo. Et voilà.
Et finalement, on a choisi ce concerto. Bon, c'est moi qui l'ai choisi parce que je les adore et j'en ai déjà joué pas mal de ces concertos, mais pas celui-là. Et je trouve que c'est toujours super chouette d'arriver quelque part et d'avoir une partie du programme qu'on connaît déjà, qu'on a déjà fait, où on se sent sûr, et d'avoir une partie du programme qu'on peut évoluer et développer avec l'orchestre lui-même. Oui, oui, exactement. Chaque nouvelle rencontre avec un orchestre implique un répertoire approprié. Tout à fait, Ouais. exactement. Ce qui est intéressant aussi dans vos choix d'œuvres, c'est l'inter-influence, ce qui est très courant dans la musique baroque. Et après ça, ça s'est perdu avec l'évolution de la musique classique parce qu'on l'évolution de ce qu'on appelle la propriété intellectuelle aujourd'hui n'existait pas à cette époque-là. Et donc, les citations directes étaient tout à fait autorisées, alors qu'aujourd'hui, ça serait considéré comme une forme de plagiat. C'est fascinant de voir ça. Tous les grands compositeurs ont rendu hommage à leurs compositeurs préférés en incluant des éléments formels de leurs collègues. Et Tout c'est ce que à vous fait. nous expliquez aussi. Oui, tout à fait. Mais c'était partout. Déjà au 17e, c'était partout et plus tard aussi. Mais il y a plein de moments où on pense, ah, mais est-ce que j'ai déjà entendu ça? Et même si c'est quelque chose dans le langage, je crois aussi. Bon, ben, Vivaldi s'est fait copier énormément de Bach. Et puis, mais là, par exemple, le concerto pour 4 violons, c'est Bach qui l'a écrit après pour 4 clavecins. Il y a plein d'exemples comme ça. Et je ne sais même pas si c'est hommage, mais ils ont probablement aussi, mais peut-être des fois c'était aussi de s'approprier et d'étudier un autre style en travaillant dessus. Et ça, on connaît beaucoup. Il y a aussi cette histoire super drôle de un des concertos que Vivaldi a écrit pour Pisendel. Et il a fini la partition et l'a envoyé à Dresde. Et il n'y avait pas de numéro parce qu'il faut savoir que dans la ligne de basse, il y a vraiment juste toujours une note, mais pas parce que normalement, les clavecistes jouent plein de notes en même temps. Mais ces notes, ils ne sont pas écrits pour la main droite, mais il n'y a que des numéros. Et les numéros disent quels accords et quelles harmonies il faut jouer. Donc, pour Vivaldi, c'était tellement évident ce qu'il fallait faire parce qu'il y avait aussi les autres parties de l'orchestre et du soloiste. Donc, il n'a pas mis de numéros. Il a envoyé ça à Dresde et c'était renvoyé avec la remarque s'il vous plaît, mettez aussi les numéros parce qu'il n'y avait pas encore les numéros. Donc, Vivaldi a commencé à mettre les numéros et il a donné un titre à ce concert et c'est le concert Pericoglioni pour les idiots. Voilà. Et Ah depuis ouais. là, ce concerto de Vivaldi pour Pisendel, c'est le concerto pour les idiots. Mais Ah on ne le oui, joue pas cette fois, mais voilà, c'est assez ça drôle. viendra. Ouais. Maintenant, Leïla, vous êtes violoniste solo et vous êtes chef d'orchestre. On le voit assez régulièrement dans le monde de la musique baroque ou de la musique de la Renaissance, des clavecinistes qui vont diriger les ensembles et aussi des violonistes. Et comment avez-vous accédé à cette fonction? De quelle manière avez-vous décidé d'avoir deux tâches très importantes et sinon fondamentales dans l'exécution des œuvres? Euh, bon, ça, c'est une chose, on grandit avec et on grandit dans ce rôle parce que au moment où le monde pense qu'on est assez grand et assez bien pour pouvoir, au fond, dire ce qu'on veut. C'est la place qu'on prend, quoi. Mhm. C'est tout. C'est un chemin qu'on fait et finalement on arrive là.
Et je crois, vu que les œuvres sont plus courtes, plus courts que des modernes, par exemple, je crois en concerto de Brahms, je ne voudrais pas faire comme ça parce qu'il y a tellement de voix dedans. Il y a aussi les joueurs de vent, il y a les corps et les hautbois et les clarinettes et tout le monde qui joue avec. Donc, déjà ça devient un tout petit peu plus compliqué. Donc, il faut vraiment avoir un chef d'orchestre, mais dans ce matériel, dans ce répertoire qu'on joue nous, franchement, c'est pas vraiment nécessaire d'avoir un chef d'orchestre. Donc, il y a comme un security net, un peu de comment on communique entre nous. Donc, c'est vraiment de l'extérieur. On a l'impression que c'est moi qui dirige, mais bon, aujourd'hui, on n'a pas encore répété le concerto de Pisentel, mais il y aura des moments où, par exemple, le premier violon de l'orchestre, il va reprendre mon rôle de chef d'orchestre. Et moi, je suis que la soliste et le premier violon. Il va s'occuper de l'orchestre et des fois, ils vont avec moi et des fois, moi, je vais avec les violoncellistes, mais où la violoncelliste va avec moi et le reste de l'orchestre va avec la violoncelliste. Donc on fait vraiment comme ce security net qui fait finalement que tout le monde joue avec tout le monde et tout le monde se sont énormément impliqués. Et je crois que c'est au fond ça le secret, que dans un orchestre comme ça, tout le monde s'y met à fond. Et c'est ce que j'ai énormément apprécié aujourd'hui. On vient de finir la première répétition et ça s'est super bien passé et tout le monde était vraiment là à 100% avec un grand enthousiasme et il y avait plein de moments où je devais même pas dire ce que je voulais parce qu'ils étaient là avec les yeux super grands et ils ont juste regardé, ils ont écouté et ils ont copié et pas juste copié mais copié avec leur propre âme et c'est ça ce que j'adore au fond. C'est vraiment la plus belle chose de faire la musique. Oui. Avez-vous observé des spécificités dans la façon nord-américaine de jouer de la musique baroque? Oh, franchement, pour dire la vérité, non, pas beaucoup, quoi. Non. Non? Et donc, vraiment, c'est un langage universel qui est acquis maintenant. Oui, bon, ce que je vois plutôt, c'est un peu où quelqu'un a étudié, ça oui. Mais si quelqu'un a étudié en Italie ou en Suisse, la Suisse et l'Hollande, donc les Néderlandes, c'est un peu plus similaire, pendant que l'Italie et l'Allemagne, ils ont un type un peu différent évidemment, je vois assez vite si quelqu'un a fait beaucoup de violon moderne et a fait ça un peu learning by doing. Ça, je vois, mais je trouve franchement souvent dans un orchestre, le plus important est que tout le monde a la volonté de le faire et la volonté d'expérimenter et d'être là à 100%. Excellent. Alors, ça s'annonce très bien, d'après ce que je comprends. Vous avez l'air de déjà amorcer un séjour montréalais dans le bonheur. Absolument. C'est super. Alors, maintenant, il ne reste qu'à assister à votre concert, à vos concerts, puisque vous allez vous produire avec Arion Orchestre Baroque, Leila Chayer, samedi 9 novembre et dimanche 10 novembre à la salle Bourgie. Voilà. Merci beaucoup. De voir beaucoup de monde. Oui, merci de votre interview généreuse et bon séjour. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.